Je devais avoir 19 ans et je me retrouve à manager 30 personnes complètement immanageables. Mais j'étais dans un sublime hôtel à New York avec des énormes fortunes. J'avais à peine de quoi payer mon loyer. Hier, j'ai découvert que Steve Jobs, il avait fait un stage dans un temple bouddhiste. Il s'est rasé le crâne. Après, il est revenu à monter Apple. C'était un gros hippie. Je trouve qu'en France, il n'y a pas beaucoup d'entraide. Il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent collaborer. Et pour autant, ceux qui vont le plus vite, c'est ceux qui ont du réseau parce que c'est ceux qui collaborent énormément. C'est juste que c'est pas du tout dans notre culture de donner, être généreux, avoir confiance. En fait, il n'y a pas de règle. Tu veux obtenir un truc, tu cherches différentes solutions, tu testes, et puis au final, ça finit par marcher, quoi. Je pense que donner un coup de collier, ça marche toujours, mais toujours. Et ce qui est difficile, c'est qu'il faut tout le temps donner des coups de collier, ça s'appelle la discipline. Ce qui a fait que je me suis lancée sur LinkedIn, personne ne le sait pratiquement, mais de base, quand je suis arrivée dans le growth marketing en France, j'ai tellement été dérangée par les profils de mecs qui faisaient du growth hacking. Alors déjà, ils faisaient ça mal. Et surtout, c'était que des petits hacks stupides. Ta personal brand disparaît. Tu n'as plus de contact, tu n'as plus de réseau. Tu te réveilles du coma, là, depuis 20 ans. Sauf que tu as gardé toutes tes compétences et tes connaissances. Qu'est-ce que tu fais maintenant ? Bienvenue dans ce 10e épisode de Just Brand, un podcast où on parle branding, marketing, design et communication. Et pour ce 10e épisode, on accueille une célébrité sur LinkedIn, Caroline Mignot. Bonjour Caroline. Salut, comment tu vas ? Ça va super et toi ? Très bien, j'adore ce studio. Ravie d'être dans le studio de Nova aujourd'hui. Ouais, Nova Prod qui a fait un très bon travail sur la déco. Alors, Caroline, je vais te présenter rapidement et tu me diras s'il y a des choses qui vont pas. C'est pas rapidement apparemment. Ça va être long, accrochez-vous. Alors, tu as grandi dans le 93 avec des parents éducateurs spé qui ont mis ton éducation au centre de leur vie et où ils ont fait en sorte que tu sois une bonne élève, voire une très bonne élève. On le verra après. Très littéraire, t'adorais l'école, ce qui est rare chez les entrepreneurs. Et donc, quand j'ai fait mes recherches, j'ai trouvé pas mal de points communs qu'on avait ensemble, notamment que t'es assez sensible à la créa, à l'art en règle générale. T'es dyslexique, même si t'as pas été diagnostiqué, vu comment tu te décris. J'attends encore. Je suis sur une liste d'attente hyper sombre. Ils vont te mettre une page remplie de lignes, tu vas pas comprendre. Mais ouais, moi j'étais diagnostiqué à 6 ans. Donc, ça fait partie de ma personnalité. C'est une aberration aujourd'hui en diagnostic. On diagnostique pas les adultes. Et ma mère elle-même a pas été diagnostiquée. Donc, tu vois, en fait, on rétablit le schéma familial. Ouais, il y en a de plus en plus. Ou alors, on en découvre de plus en plus. Je pense que c'est plutôt ça. Hyperactive. Contrôlée, mais hyperactive. Ouais. Je pense que c'est un bon point quand tu es entrepreneur. Ouais, pareil, ça, tu l'as diagnostiqué jeune ou pas ? Parce que moi, il y a 1 an. Je pense que tu pouvais le deviner assez facilement. T'étais un enfant terrible ? Ouais, j'étais terrible. J'ai le pire de la famille, voire des générations. Et ok. Un petit côté rebelle au collège-lycée. T'as changé 3 fois de lycée en 3 ans. Rebelle, mais Arthur, rebelle. J'étais rebelle chic. Ouais, ça, j'étais rebelle chic. J'étais insolente, mais j'étais pas. Je sacrifiais pas mes résultats scolaires. J'ai toujours eu des bonnes notes, même quand j'étais en rébellion. Et j'étais pas non plus. On peut pas dire que j'étais une élève difficile, mais j'étais extrêmement capricieuse effectivement, et j'étais persuadée que je savais mieux que les profs. Ce qui est rarement le cas pour le coup, mais je pense qu'on pense tous ça un peu à un moment. Mais ok. Et donc, à fond dans le privé, tu décides de quitter ce monde pour aller vers la jungle, la fac publique, ouais. La fac de littérature à Paris, où tu te rends compte qu'en fait, il n'y a pas cours. Parce que les gens font la grève toute l'année. Donc tu dis, bon écoute, je vais peut-être faire quelque chose de mon année. Au lieu de boire des pintes, je vais monter le BDE de la fac, où là, du coup, tu apprends le management, genre un petit peu d'entrepreneuriat en soi, hein, déjà. Ah bah oui, je me retrouve à 21 ans,
ou 22, je sais plus quel âge j'ai. Non, j'arrive à la fac, je devais avoir 19 ans et je me retrouve à manager 30 personnes complètement immanageables. Des étudiants à la fac qui, tu sais, ils signent un truc, ils signent un papier, le lendemain ils savent plus ce qu'ils ont signé, ou finalement ils s'en vont, ou ils changent de pays. Donc ouais, c'est un peu comme manager des intérimaires. C'était hyper dur et je pense que ça m'a donné des bonnes bases pour la suite. Ouais, tu m'étonnes. Moi, je fais dans le BD aussi, sauf qu'il y avait déjà un BDO solide en fac de sport. Je suis devenu le graphiste du BDE. Bon, j'ai envie de te dire. Ça t'a servi? Bah écoute, ouais, de ouf. De ouf, organiser des événements. Moi, je buvais pas à l'époque. Du coup, ce que je faisais, c'est que j'organisais les événements, je faisais les visuels, les machins, les trucs. J'arrivais devant la boîte, je déchirais les tickets, et puis après, je me barrais. Genre, je restais 10 minutes dans la boîte. Alors que l'entrée était gratuite pour moi. Ah, t'étais pas fêtard? Mais non, parce que moi, je rentrais chez moi pour aller jouer aux jeux vidéo. Je vois. Voilà le type de personne que j'étais. Pourquoi boire de l'alcool quand tu peux passer une nuit blanche sur Minecraft? Donc voilà le plan. Après la fac, tu rentres dans, on va dire, la vie active, où tu commences une alternance chez une grande boîte, ou chez Virgin Deschamps, c'est ça? Ouais, Virgin Megastore. Megastore. Oui, il y avait un magasin sur les champs, mais c'était Virgin Megastore Global où je bossais. C'est ça. Et donc t'arrives et tu passes ta vie en concert, où tu parles de ces concerts sur la page Facebook de la boîte. Alors que ça sortait de nulle part, personne faisait ça. Ouais. Donc en fait, t'as créé ton propre job. En fait, j'arrive chez Virgin au moment où sont en train de mettre les pages fans Facebook. Je sais que t'as pas connu cette époque, tu faisais à peine de naître. Non, mais à ce moment-là, en fait, les marques commencent à se dire, mais peut-être qu'il faut investir sur les réseaux sociaux au cas où ça marche. Et du coup, c'est une création de poste. Et mon manager était donc le rédac chef de Virgin Mega. Et il avait tellement pas envie d'écrire pour le social media parce que pour lui, c'était un des honneurs que du coup, effectivement, il m'a donné les rênes et je manageais toutes les pages fans du groupe Virgin et je crois que je parlais à 100 000 personnes tous les jours, quoi. Et j'avais, j'étais en alternance, je devais avoir, 19-20 ans, pareil. La belle vie. Ouais. Trop cool, en tout cas, comme premier taf. Mais d'un coup, ta mère décide de t'inscrire dans un concours, genre en soum soum. Ah, c'est pas d'un coup. Ma mère a toujours été triste parce qu'en fait, quand j'ai quitté le privé, ils m'ont mis dans des privés trop privés pour moi, je pense, et ça m'a un peu étouffée. Et surtout que mes parents m'ont donné une éducation hyper de saltimbanque un peu. À la maison, il y avait tout le temps plein de monde. Mes parents, c'est vraiment des bobos. Et du coup, j'arrivais après dans des privés avec des familles très catho, très traditionnelles. Et en fait, je pense que j'ai manqué d'air. J'ai manqué d'air et ils ont voulu me donner une éducation stricte, mais qui correspondait pas du tout à ce que j'avais à la maison, tu vois. Moi, j'en parle encore parfois avec mon conjoint, c'est que à la maison, on essaie d'avoir des rituels, manger avec les enfants, tout ça. Et en fait, moi, j'ai beaucoup, avec mes parents en tout cas, je me souviens d'avoir eu une enfance un peu décousue, dans le sens où ma mère, parfois, tu sais, un repas sur deux, c'était Picard. Et un repas sur deux, c'était j'ai la flemme ce soir, repas libre et je mangeais des cornflakes le soir, tu vois. J'ai vraiment pas eu l'éducation à la stricte. Et d'ailleurs, j'en suis très contente. Mais du coup, à côté de ça, ils me mettaient dans des bahuts où vraiment j'étais j'étais la bohémienne du coin. Et j'avais très envie d'être dans le public. Et par contre, en arrivant dans le public, j'ai un peu halluciné parce que j'avais les repères du privé. Donc, j'étais hyper taffeuse, très appliquée, très soigneuse. Et là, en fait, c'est un peu la débandade. Je me rends compte que je vais pas apprendre grand-chose. Et à ce moment-là, ma mère est très heureuse parce qu'elle se dit, enfin, ma fille entend raison. Et elle va certainement vouloir retourner, en fait, dans l'écosystème grande école, parce que je suis partie dans le public. Le CELSA, c'est une école publique, mais c'est un concours assez drastique. Et du coup, à ce moment-là, ma mère se dit, ma fille va sortir de la fac et elle va retourner sur le chemin de la réussite. Donc, effectivement, c'est un geste désespéré de sa part de me remettre dans les codes de bonne conduite. Voilà, donc tu tentes le concours de CELSA. Ouais, en me disant que je l'aurais jamais. Voilà. Et tu l'avais tellement pas que t'as fini major. Ouais, mais ça, je l'ai su bien après et jusqu'au dernier jour, comme je suis hyper active, tu dois faire la même chose que moi. C'est parfois en fait notre cerveau il est un peu déconnecté, on fait tout trop vite
Et du coup, on s'inscrit pas au bon truc. Tu vois, les billets de train. Typiquement, moi, je prends toujours mes billets de train le jour même. Genre, on me demande de prendre un billet de train et je suis là, hop, et je vois après, ça se met dans mon agenda et je suis là, putain, je pars dans 2 heures. C'était dans 2 semaines, tu vois. Et ben là, j'ai fait ça avec les listes. Donc, je me suis mis dans la mauvaise liste, ce qui fait que j'ai su par une amie que j'avais le concours. Je me connecte, je vais voir la liste. Non, il y est pas. Je me dis, ah, dommage. Bon, bah, j'aurais essayé. Hop, une amie m'appelle. Putain, Caro, t'as eu le concours et tout. J'étais là, de quoi? Et du coup, à la dernière minute, même après l'oral, je me suis dit, il y a eu une erreur. J'ai été un glitch. Il y a eu un nom en trop, un machin, ou alors j'ai un homonyme. Et effectivement, j'ai été assez surprise finalement, d'avoir été légitime, quoi. On est quand même major. Ouais. Honnêtement, j'ai toujours du mal à y croire, mais je pense qu'il y a eu, en fait, j'ai donné un coup de collier et on aura peut-être l'occasion d'en parler. Je pense que donner un coup de collier, ça marche toujours. Mais toujours. Et ce qui est difficile, c'est qu'il faut tout le temps donner des coups de collier. Ça s'appelle la discipline. Moi, je suis très mauvaise sur le long terme. Par contre, je suis assez bonne sur le one shot. Et je l'avais bossé comme une cinglée. Donc voilà. L'oral, en tout cas, je l'ai bossé comme une cinglée. J'ai jamais eu ça, moi, pour l'école. Je suis toujours allé au talent. Ah ouais? Je sais pas comment j'ai fait pour avoir mon bac. Ah, tu travaillais pas trop? Je faisais rien. Rien? Rien du tout. Alors que là, tu vois, quand t'as trouvé ton truc... Là, je tryhard. Ouais. C'est... Et en fait, quand j'étais à la fac, mon objectif, c'était... Enfin, à l'école, au lycée, c'est genre, je rentrais chez moi et je faisais ma vie. Ma vraie vie commençait après l'école. Ouais, c'était du gaming. Ouais, je jouais ou je créais, en fait, beaucoup. Mais t'avais besoin d'exceller là-dedans. Ouais. Tu vois, tu disais, tu passais toute la nuit. C'est ça. Donc, t'avais quand même ce flow sur un truc, quoi. Ouais, ça, que ce soit jeux vidéo. En fait, un truc qui me fait plaisir, quoi. Que ce soit jeux vidéo, même créer. Je faisais déjà du design, je dessinais beaucoup à l'époque. Donc, j'ai fait ça. Et en fait, je me suis mis en freelance directement après la fac. Parce que je commençais déjà à vendre je vendais des dessins, en fait, sur le net. Pour des gens qui vivaient un peu à travers les dessins, enfin un truc un peu sombre que je ne parlerai pas dans ce podcast, mais en gros je vendais ça et je vendais des dessins à 20, 30, 100 euros des fois, et pas plus. Ma mère, instit, faut que tu déclares. Maman, j'ai fait 500 euros le mois, j'ai pas besoin de déclarer. Si, déclare. Donc j'ai mis mon statut et j'ai gagné plus en plus d'argent. Mais bon, terminons rapidement sur ta présentation. Maintenant que tu as l'URSSAF sur le dos. Non, moi j'ai toujours été carré avec ça, c'est ça qui est bien. Du coup, je n'ai plus d'argent. Mais donc, ok, tu fais ça. Une fois que tu as fait ça, tu vas à New York alors que tu vas bosser chez Volvic à New York. Tu restes 8 ans, plein de péripéties. Donc tu parles de ça dans tes autres podcasts. Et après, tu reviens. Parce que déception, tu pensais que tu avais été pris pour un poste et au final non. Donc tu dis bon je vais rester en France en fait. Et là tu te mets à parler sur LinkedIn. Tu parles tellement que tu finis 7e. Par être entendu. Par être entendu, écouté, lu, relu et puis finalement aujourd'hui tu es 7e LinkedIn France. Donc c'est quand même un beau palmarès. Peut-être que tu vas monter des cases encore. C'est pas le podium mais presque. Pas loin, hein. Déjà d'être dans les 10 premiers, je pense que c'est déjà un bon challenge. Et donc aujourd'hui, suite à ça, du coup, tu t'es mis à vendre du coaching, mais t'en vendais tellement que victime de ton succès, tu t'es dit bon, je vais sortir un livre parce que l'éducation, c'est censé être abordable pour tout le monde. Et ce sont des très belles valeurs que je défends également. Ça t'a emmené dans plein de belles expériences qui a pu faire naître ta marque personnelle. T'as fait des plateaux BFM Business où t'as été invité. T'as monté en parallèle aussi un logiciel qu'on dit Muse, donc c'est un business qui tourne à peu près tout seul, où c'est une sorte de Tinder pour les entrepreneurs. Donc c'est vachement sympa. Alors pas pour rencontrer l'amour, mais pour faire du business. Parce que là, tu l'as vraiment pitché comme un... J'étais en train de me dire, mais où est-ce qu'il va en venir ? Là, c'était le pitch de Richmaker, d'accord. Donc, la version... Après du business. La version officielle, c'est qu'en fait, je trouve qu'en France, il n'y a pas beaucoup d'entraide. Il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent collaborer. Et pour autant, ceux qui vont le plus vite, c'est ceux qui ont du réseau, parce que c'est ceux qui collaborent énormément. Et du coup, je me suis dit, je vais faire un espèce de Tinder, mais professionnel. Et l'idée, c'est, ok, si tu es par exemple un créateur, aujourd'hui sur Just Brand, ton podcast, tu commences à attirer des professionnels de la communication, des métiers de l'image. Bah, l'idée, c'est de te faire rencontrer quelqu'un qui adresse aussi les professionnels de la communication, des métiers de l'image. Je te donne un exemple. On a la Fédération française de la photographie.
Tu vois, donc ça peut être intéressant de dire, ah bah tiens, Amélie, Arthur, parlez-vous et regardez si vous pouvez faire des trucs ensemble. Et du coup, l'algo, il te donne aussi des actions de com que tu peux faire un peu clé en main facilement pour selon tes objectifs. Si tu veux gagner des abonnés, boum, concours Insta. Si tu veux récolter des leads, boum, on vous fait faire un e-book. Et en fait, l'idée, c'est que ce soit hyper actionnable et que les gens puissent enfin collaborer. Ouais, parce que ça manque beaucoup de ça en France, hein. Mais ouais, c'est trop bien. J'étais au téléphone avec le fondateur de Chinese Business Club là. Ouais, juste Harold avant toi. Parizeau. Ouais, génial. Je vais le rappeler après. Il a l'air trop cool. Mais ouais, c'est sûr que le réseau c'est la clé, hein. Et encore plus en France où du coup c'est dur d'avoir un bon réseau. Je sais pas si je dirais que c'est plus facile d'avoir un bon réseau en France qu'aux États-Unis parce qu'en fait, il y a tellement peu de gens qui font l'effort en France qu'en fait, dès qu'un mec en France, il est un peu généreux, il a tous les potes de la terre. Alors qu'aux États-Unis, ce serait 1 sur vraiment parmi 1 million et il aurait rien de spécial, le mec. Ouais, c'est vrai. C'est un peu ce qui m'est arrivé, hein. Quand j'étais aux États-Unis, il y a jamais personne qui s'est extasié sur mon mindset ou mes dons en networking. Je suis arrivée en France, j'étais là, quand tu sais pas briser la glace, tu peux faire ça. Les gens étaient là, oh, mais c'est incroyable, on n'a jamais vu ça. Mais en fait, vraiment, je le dis tout le temps, c'est juste l'éducation aux États-Unis qui a fait que quand je suis rentrée en France, c'était remarquable. Mais il y a rien de sorcier, tu vois. C'est juste que c'est pas du tout dans notre culture de donner, être généreux, avoir confiance. Genre, give first, c'est la vie, hein. Ouais. Ouais, et puis agir d'abord aussi, tu vois. Le français, il intellectualise beaucoup. En fait, l'oricain, il se dit, je me poserai la question après. Et ça, c'est aussi notifiable quand tu rentres en France. Tu vois, chez les entrepreneurs, notamment, ceux qui réussissent, c'est ceux qui sont un peu des doueurs. C'est ceux qui, ok, je le pense, je le fais. Je le couche rapide. Ah bah tiens, j'ai une idée. Je le lance sur LinkedIn. J'en fais un document, un Google Sheet. Je teste, je pré-teste, je crash teste le truc. Ça qui marche. Ah, je suis carrément dans cette mentalité. Mais des fois un peu trop. Mais t'es hyper actif. C'est pour ça que j'ai pris un associé qui est l'inverse de moi. Ouais, c'est bien ça. Et ouais, très bon réflexe. Je l'ai pris comme si c'était un mec au supermarché. Tu l'as rencontré comment? À la salle. Ah, ok, intéressant. On a monté une marque de sap qui s'appelle Mogger, qu'on relance en ce moment-là. Et en fait, c'est un dev. Et je dis, moi je vends des sites, mais j'ai pas de dev. Viens, je te file des parts et tu fais les sites. Donc c'est parti comme ça. Trop bien. Et en fait, c'est l'inverse de moi. C'est-à-dire on est tellement l'inverse que on pourrait pas être potes. Il est très réfléchi. Ouais, il est très réfléchi. Il me dit, mais pourquoi tu fais ça? T'as pas réfléchi? Je fais non. Pas du tout. L'idée était intéressante. Ouais. Donc, ouais, ils m'aident pas mal. Donc, tu montes ce logiciel-là, et ton personal branding explose. Donc, tu lances ton podcast tu lances ton bouquin, et aussi, du coup, ton agence personnelle. Enfin, l'agence personnelle, du coup. J'adore, mais t'as tellement raison, c'est tellement mon agence personnelle. L'agence personnelle qui est ton agence personnelle aussi, où c'est trop bien. Et donc, est-ce que c'était une bonne présentation? C'était excellent. Par contre, tu leur as menti, t'as dit je vais te présenter rapidement, le podcast il est fini. Ouais, mais c'est bien, c'est bien. Alors du coup, première question, comment est-ce que tu différencies le branding? Comment je différencie le brand? Comment est-ce que tu définis le branding? Je me disais de quoi? Je le différencie de quoi? Comment je définis le branding? On va la jouer un peu prof, même si je sais que tu détestes ça. Si tu me prends un peu de cours, hein, je te précise que j'ai pas du tout préparé, mais j'en reviens à la racine étymologique. Ok, parfait. Et je me dis, brand, donc la marque, ce qui marque, c'est-à-dire ce qui se retient, ce qui laisse une trace, ce qui est mémorable. Et ing, c'est les activités. C'est tout ce qui est autour de la marque, toutes les activités de la marque. Donc, ça va être l'identité graphique, ça peut être l'identité sonore, ça peut être l'identité olfactive. Quand tu vas au Cost, par exemple, il y a les parfums du groupe Cost. Et du coup, à chaque fois, tu retrouves un univers, une odeur. Et du coup, c'est aussi les attributs de la marque qui sont intangibles. La perception, la réputation. Ça peut être aussi le sens, tu vois, une marque engagée, par exemple. C'est tout ce qui est lié, en fait, à la marque qui se déplace et qui évolue dans le temps. Clean. Alors, tu m'as dit que c'était ton truc, le branding, et que tout le monde avait une mauvaise définition, donc j'attends ma sentence. Non, j'ai pas dit ça. Non, tout le monde a des bonnes définitions, mais pas technico-techniques. Ouais. Moi, j'aime bien définir la brand avant de définir le branding. Mm-hmm. Mais tu sais pourquoi est-ce qu'on appelle marque? Juste le mot, marque?
Parce que ça laisse une trace, c'est ce qui est mémorable. C'est ça, mais avant tout, l'histoire du mot brand, du mot marque, c'est parce qu'avant, tout a commencé quand on ferrait les vaches, on faisait une marque pour dire c'est ma vache. D'accord, la propriété. Exactement. Ok. Donc c'est comment ça, et pas sur les devantures de magasins qu'on pouvait penser. Ouais. Mais vraiment, voilà, les logos qu'on mettait sur les vaches. D'où le nom marque. Donc voilà pour ça, pour la petite anecdote. Et donc du coup, moi je reviens au terme brand. Donc pour moi, la définition d'une marque, c'est l'ensemble des associations que se fait le consommateur quand il pense à ta marque. Donc en fait, c'est tout ce que tu as cité. Perception, sens, réputation. Donc toutes les associations, c'est hop, montre, Apple Watch, tu vois, peut-être je pense à ça directement. Et du coup, le branding, c'est l'art de créer des associations. Ah ok, intéressant. C'est beaucoup plus court que ce que j'ai fait. J'adore. On peut pas revenir en arrière. Mais c'est bien parce que à chaque fois que je demande la définition, tout le monde me fait une définition très longue. Et moi, j'arrive avec une définition super courte. Mais ce qui est bien, c'est que en peu de mots, tu arrives à définir la chose dans sa globalité. Ok. Alors maintenant, on va parler un petit peu de marque personnelle. Et surtout de ta marque, qui est très forte. Pourquoi est-ce qu'elle est super forte, ta marque personnelle? C'est une question ouverte. Alors, je pense que en fait, le premier truc d'une bonne marque personnelle, c'est qu'elle évolue avec le temps. C'est un petit peu comme chez les entrepreneurs, on parle beaucoup de channel market fit ou un peu de product market fit, c'est-à-dire où est-ce que tu es le plus fort à un instant T. Tu vois, comment est-ce que tu vas créer le momentum autour de ta marque, ton produit, ton service. Et en fait, qu'est-ce qui fait que ma marque personnelle, elle est forte? Je pense qu'elle a évolué à chaque fois qu'elle a eu besoin d'évoluer. Je te donne un exemple. Ce qui a fait que je me suis lancée sur LinkedIn, personne ne le sait pratiquement, mais de base, je partageais des CV de gens qui étaient en galère. J'ai fait un peu mon EduxP, comme mes parents, mais version LinkedIn. En gros, je suis en CDI à Paris, je viens de rentrer et de perdre un peu mon rêve aux États-Unis, et je me sens comme une merde. Et quand tu te sens comme une merde, le meilleur truc à faire, c'est d'aider les autres. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, tu vois, quand ils essuient des ruptures, des déceptions sentimentales, ou juste des moments difficiles dans leur vie, souvent ils partent dans l'humanitaire. Parce qu'en fait, c'est un truc qui te permet de reconquérir l'amour de toi, c'est de donner aux autres et de retrouver un peu ta place dans la société. Et moi, à ce moment-là, je viens de me faire virer des US, entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai pas eu le poste pour lequel j'étais rentrée et je suis un peu j'ai besoin de me revaloriser. Je comprends plus trop qui je suis, je comprends plus trop ce dans quoi je suis bonne, ce pourquoi je suis faite et je me pose plein de questions. Et en fait, sur le côté de mon CDI qui est un CDI de directrice com qui me ressemble pas énormément, je décide de donner des cours à des élèves. Et ces élèves, on arrive en plein Covid, tous les stages se font péter. Ils avaient tous bossé pendant 6 mois, passé X entretiens, les fameux entretiens où t'arrives, t'as la boule au ventre et tout, t'as préparé pendant des semaines. Tout est gelé. Et la plupart avaient des beaux stages à l'étranger, tout ça, ça tombe à l'eau. Et en fait, je me récupère tous ces étudiants sur le carreau qui me disent, mais en fait, qu'est-ce qu'on peut faire? Et j'avais un petit réseau LinkedIn et je leur dis, en fait, je vais diffuser vos CV. Je vais vous recommander parce que c'était le sang, tu vois, c'était mes élèves, c'était bambin, tu les chéris, je m'étais beaucoup investie dans leur éducation et là je me dis en fait je peux pas les laisser comme ça, je vais les recommander à mon réseau LinkedIn et peut-être ça va marcher. En fait le truc marche hyper bien. Donc je commence à diffuser 1, puis 2, puis 3, puis 4 CV. Et en fait au fur et à mesure, Arthur, il y a un effet de ruissellement, un effet un peu boule de neige qui fait que mes étudiants m'envoie d'autres étudiants. Des personnes viennent me voir en me disant « C'est hyper cool ce que tu fais, je vais le faire aussi pour mes étudiants. Ah, c'est hyper cool, je vais le faire pour moi. » Et en fait, ça devient un mouvement qui s'appelle SOS Job, qui a fait des millions de vues sur LinkedIn à un moment où personne s'occupait trop de LinkedIn, sauf que Covid, et tout le monde est un peu là en mode « va y avoir du taf pour LinkedIn. » Donc, ma marque personnelle a commencé, long story short, par « J'aide les étudiants en galère ». Après, ma marque personnelle est devenue, je me rends compte que le monde du marketing, post-Covid, les budgets sont hyper serrés, les gens n'ont plus de thunes à dépenser, la publicité coûte de plus en plus d'argent, parce que c'était la restriction des cookies, tout ça. Je me dis, en fait, là, il va y avoir un appel d'air sur le partenariat. Je vais lancer Richmaker, donc je lance mon premier logiciel pour aider les gens, justement, parce que c'était un truc que je faisais tout le temps au téléphone, comme pour aider les étudiants en galère. J'aidais aussi les marketeurs en galère qui étaient là, Caro, tu sais pas comment je peux faire ça. C'était le début de mes hotlines, tu vois. Je faisais pas de consulting à l'époque. Mais du coup, je passe mon temps au téléphone et je me dis, mais attends, je vais leur faire un algo. T'as besoin de ça. Lui, il a ça. Hop, parlez-vous.
Et du coup, on lance Richmaker, ma première boîte. À ce moment-là, je démissionne de mon CDI. Et après, j'arrive sur Clubhouse parce que j'étais seule et j'avais pas de pote entrepreneur. Clubhouse, c'est un réseau social basé sur la voix. Je commence à faire des rooms audio et là, en fait, il y a des pontes du secteur, mais vraiment, genre, tous les gens un peu connus, marketing, entrepreneuriat, ils allaient sur Clubhouse et c'est des gens qui m'impressionnaient. Et je me rends compte, sur Clubhouse, c'est un réseau complètement dans l'instantanéité. Et je me rends compte qu'en fait, les mecs, ils ont rien de plus que moi. Et tu sais, ils savent pas spécialement bien prendre les questions. En fait, je me dis, ils répètent tout le temps la même chose, mais c'est un peu des usines à bullshit. Et là, On les connaît. Et là, je me dis regain d'énergie, mais je me dis en fait, Caro, t'es pas une merde. Et en fait, tu vas l'ouvrir un peu plus. Et tu sais plein de trucs sur le marketing, beaucoup plus que ces mecs qui ont appris le growth il y a 3 ans. Donc en fait, go, va sur LinkedIn et lance un podcast. Et du coup, je lance mon podcast à ce moment-là. Et tu vois, c'est assez rigolo parce que t'as le côté j'aide les étudiants en galère, j'aide les marketeurs sur la partie partenariat. Après, c'est j'aide tout le monde à faire du growth marketing et à passer le pas du marketing de croissance, tu vois, qui est beaucoup plus héroïste. On regarde les chiffres, machin, je déconstruis un peu ça. Et puis, après, il y a eu des conférences, il y a eu LinkedIn, il y a eu Instagram que j'ai lancé il y a moins d'1 an. Mais voilà, pour te répondre, ma marque personnelle, ce qui fait qu'elle est forte, je pense que c'est à chaque fois, au lieu de me dire, je fais un truc très mainstream qui me parle à personne, j'ai eu des étapes. Et tu vois, j'ai bâti vraiment mon audience par palier. Ok. Et donc aujourd'hui, cette marque, tu vas l'utiliser comment pour tes différents projets? Parce que t'en as beaucoup. Et on se dit souvent compliqué d'avoir une seule flèche, on peut dire, à son arc. Il faut communiquer sur la même chose. Et moi, j'aimerais bien que tu dises aux gens que c'est faux, s'il te plaît, si t'es d'accord avec moi, que non, on peut utiliser sa marque personnelle dans plein de choses, il suffit juste de bien s'y prendre. Ouais, bien sûr. Quand tu regardes, je sais pas qui a dit ça, mais le mec a été beaucoup trop suivi à la lettre. Quand tu regardes les marques personnelles qui sont fortes, c'est pas du tout des gens qui sont monotaches. Genre, Richard Branson, Steve Jobs, mais les mecs, Steve Jobs, si tu regardes, il a fait de l'horlogerie, c'est pas, les gens qui aiment les montres vont me fusiller, mais Steve Jobs, en fait, il a lancé plein de produits dans sa vie. Il aimait plein de trucs différents. Richard Branson aussi. Et Richard Branson, c'est un mec qui sort des avions, juste après, il fait des produits culturels, il a des hôtels. En fait, une marque personnelle, c'est juste comment est-ce que je fais exister mes passions et comment est-ce que je fais en sorte de créer un business autour de moi plutôt que de me créer autour d'un business. Tu vois, les gens en général, tu les rencontres en soirée, moi, je suis dans la finance. Putain, ils se définissent par leur métier. Ça qui est triste. Tu vois, quand tu te définis, moi en fait, je suis chef de projet chez Amazon. Ok. Moi, je pense qu'en fait, aujourd'hui, là où tu as une marque personnelle forte, moi en fait, mon truc c'est ça. Chasser les meilleures opportunités de croissance, trouver les meilleurs deals pour tes investissements immobiliers. En fait, je pense que les gens, ils devraient se présenter avec une golden sentence en termes de branding. Ce serait beaucoup plus fort. Et derrière, ça leur laisse la liberté de faire ce qu'ils ont envie. C'est plus un titre de poste ou une case sur le CV, tu vois. Et donc, moi, vraiment, mon conseil, c'est vous pouvez tout faire, mais juste pas tout à la fois. Et ce qui est important, c'est aujourd'hui, il faut que vous vous lanciez à un endroit, à un moment. Et tant que vous n'avez pas craqué ce truc-là, n'allez pas ailleurs. Le problème qu'ont les gens, c'est qu'ils dansent tout un petit peu. Et toi et moi, on sait que ça marche pas si t'es pas prêt à cravacher dans un truc jusqu'à ce que ça pète. Moi, je lâche pas un réseau tant qu'il a pas pété. Là, c'était mon année Instagram. Après, il y a livre. Prochain truc, je t'ai dit, c'est YouTube. En fait, je sais quand j'arrive sur YouTube, je vais pas faire le truc à moitié. C'est YouTube, c'est mon sprint YouTube. Tu vois? Et je m'organise tout le temps en sprint dans mes projets. Donc là, jusqu'en septembre, je suis sur le sprint du livre. Je dis oui qu'à des choses qui servent le livre. Et je fonctionne toujours comme ça. C'est hyper obsessionnel et atypique comme façon de faire. Mais mon programme, c'est toujours, OK, je lance un nouveau projet, agence personnelle, ça a duré 7 mois. Pendant 7 mois, c'était, OK, ça sert à agence personnelle? Non, je le ferai plus tard. Ouais, je pense que tu as raison. Mais pour nuancer la partie branding, je pense que c'est pertinent de se présenter succinctement pour que les gens puissent te mettre dans une case, entre guillemets, et t'identifier à quelque chose. Voilà. Et tout de suite se dire, OK, bon, lui, je sais, il fait des sites web. Bon, je vais l'appeler pour faire des sites web. Et parce que si tu te présentes comme un mec qui fait tout, et ben, au final, tu vises personne et donc, on t'appelle pas. Ouais. Mais par contre, ça peut être pertinent de travailler sur ta marque personnelle quand sur tes réseaux sociaux où tu peux développer des petits trucs annexes. Donc pour nuancer ton discours. Ouais, bien sûr. Mais encore une fois, tu vois,
C'est un peu l'exemple de est-ce que tu vas dire que t'es photographe ou est-ce que tu vas dire que t'es photographe culinaire ou est-ce que tu vas dire que t'es photographe de mariage. Toi, c'est pareil. Si demain tu dis je développe des sites web, tu vas ramasser un tas de touristes. Tandis que si tu dis demain je développe les sites web des infopreneurs expert Kajabi, bah en fait tout de suite, effectivement, t'es tout de suite positionné et là en fait tu vas avoir une conversion de ma boule parce que les gens vont avoir l'impression que ça s'adresse exactement à eux au lieu de devoir les préqualifier dans des meetings que toi et moi on connaît. On se dit mais comment j'ai ramassé ce lead? D'où vient-il? Ce n'est pas un lead en fait, c'est un inconnu. C'est ça. Mais ouais, moi je fais une technique un peu différente, c'est que je me positionne pas sur un segment de marché, mais sur un segment de marché, mais par rapport au prix. Ok. C'est-à-dire que j'ai une offre ultra agressive qui est 10 fois moins chère que tous mes concurrents. Okay. Je propose la même chose pour la même qualité. Ouais. Et donc je prends des gens qui ont un plus petit budget, mais qui veulent de la bonne qualité. Et du coup, bah forcément derrière. C'est intéressant. C'est quoi ton offre? C'est simple, c'est logo, charte graphique, 2-3 heures de conseil en positionnement, et après design de tous les supports de communication. Ok. Peu importe que t'en aies, que t'aies 3-4 budgets à faire ou 3-4 templates de PowerPoint. Ah, c'est risqué. C'est très risqué, ouais. Mais tu sélectionnes du coup vachement les clients. Je sélectionne les clients et ce qui est bien, c'est que quand j'ai quelqu'un qui prend rendez-vous avec moi, bah, je sais déjà qu'il a le budget parce que le prix est affiché en gros sur mon site. Donc moi j'ai juste à préciser des petits éléments flous et donc je sais qu'il va signer. Et donc bah simple, depuis que j'ai remis mon offre en ligne, j'ai signé 100% de mes prospects. Trop bien. Donc qualifié. Puis il y a des touristes aussi. Mais donc du coup ben le fait du coup de se spécialiser sur une verticale, qu'elle soit sur un segment de niche ou le prix, c'est très pertinent. Ça, j'ai découvert que il y a pas très longtemps. Mais bon voilà. Next question. Si, admettons, tout ce qui qu'est-ce que tu vas me dire? J'ai l'impression que tu me fais un tour de magie là. Il a retroussé ses manches carrément. Justement, j'ai fait un tour de magie. Ouais. Ta personal brand disparaît. Tu n'as plus de contact, tu n'as plus de réseau. Voilà, tu te réveilles du coma là depuis 20 ans. Ouais. Sauf que tu as gardé toutes tes compétences et tes connaissances. Qu'est-ce que tu fais maintenant là? Prendre un café? Si du jour au lendemain, là je me disais, je repars à zéro et c'est quoi mon objectif? C'est ce que je veux? Carte blanche. C'est une carte blanche pour un truc qui va intéresser tes auditeurs parce qu'on est quand même sur la marque. Ce qui te ferait kiffer. En fait. Je pense que ce qui me permettrait très rapidement de revenir à des revenus intéressants, c'est de me positionner sur des métiers nouveaux. Et ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Mais la chance que j'ai eue, c'est que j'ai tout de suite eu le réflexe d'aller sur des métiers neufs quand je me suis lancée. Et c'est grâce à ça que j'ai eu pratiquement toutes les plus belles opportunités de ma vie. C'est qu'en fait, tu vois, tu commençais tout à l'heure à me questionner sur Virgin. Virgin, c'était une ouverture de poste. Personne ne savait faire ce que je faisais. Ça a fait que tout de suite, je suis devenue la numéro 1. Franchement, c'est parfois, et c'est ça aussi le plaisir du positionnement, c'est au lieu de te battre sur un métier sur lequel les gens sont excellents depuis X nombre d'années. Tu vois, si demain, là, j'avais voulu être la meilleure RP, la meilleure responsable de relations publiques, j'aurais galéré. C'est un métier où les gens, ils mettent 30 ans à se former, à créer un carnet d'adresses. À côté de ça, tu vas sur un métier neuf, sur lequel personne n'est expérimenté, bah en fait, c'est très facile de devenir la meilleure. Et c'est très facile de devenir senior aussi. Et quand je suis arrivée à New York, j'ai eu un des premiers métiers de digital brand manager, qui à l'époque étaient les gens qui géraient à la fois le site et les réseaux sociaux. Et en fait, je me suis retrouvée justement chez Volvic. Et mon boss m'amenait au sommet Danone Monde, où il y avait tous les PDG de Danone machin, parce qu'en fait, ils savaient pas détailler les chiffres de Google Analytics. Et du coup, il m'amenait, j'étais un peu son perroquet. Mais j'étais dans un sublime hôtel à New York avec genre des énormes fortunes. Et moi, j'avais 21 ans, j'avais à peine de quoi payer mon loyer. Et 22 peut-être quand je suis arrivée à New York. Mais du coup, j'arrive là. Et en fait, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait que j'explique c'est quoi le taux de churn, c'est quoi le bounce rate, toutes les données Google Analytics. En fait, il savait pas, il bégayait, tu vois. Et donc ça, c'est la chance que j'ai eue. Et je pense que si demain, c'était à refaire,
bah, je pense que je me mettrais pas sur le marketing digital, je me mettrais sur l'IA. Je me mettrais sur un truc qui vient de commencer et sur lequel, en fait, j'ai de très fortes chances d'avoir rapidement la primauté. Donc voilà. Et puis si tu veux que je réponde plus en mode kiff, honnêtement, si demain je devais me faire un gros kiff et que je devais repartir à zéro et je veux pas du tout, j'ai pas d'objectif financier, j'ai pas spécialement besoin de gagner ma vie, je suis rentière par exemple, j'aimerais trop ouvrir un bar à huîtres. Voilà, un truc vraiment de kiffeuse, mais je me vois trop un bar à huîtres, tu vois, je me dis c'est vraiment le business facile à gérer, hyper kiff, tu peux manger des huîtres tous les jours. Voilà. Surtout pour ça, en fait, que tu peux manger des huîtres tous les jours. Oui, et je me dis, c'est un truc, c'est bon pour la santé, voilà. Donc, je t'ai fait 2 réponses, à toi de choisir celle que tu préfères. Je prends les 2. Voilà. Mais elles sont cool. Ok, trop bien. Alors, revenons dans le présent, dans cette dimension. Aujourd'hui, si tu as un truc que tu dois citer dans ta vie d'entrepreneuse, que ce soit dans ton travail ou ta vie perso, qu'est-ce que tu aimes le plus? Qu'est-ce que j'aime le plus c'est hyper canard ce que je vais dire, mais mon amoureux. Qu'est-ce que j'aime le plus dans ma vie pro ou perso? Ouais, en fait, en tant que, tu vois, t'es Caro, la best big boss de LinkedIn. C'est quoi qui est trop kiffant d'être dans cette peau? Ah, d'accord. Je croyais ce que j'aimais le plus dans ma vie. C'est quoi qui est trop kiffant d'être dans cette peau? Je pense que tu peux créer des déclics. Je te donne un truc tout bête. Je pense qu'il y a plein de gens qui connaissent leurs qualités, qui sont entourés de plein de gens qui connaissent leurs qualités. Mais en fait, quand je leur dis que ce qu'ils font, c'est bien, ça a 2 fois plus de valeur. Et en fait, je pense que c'est la position de rôle modèle. Et je trouve ça, en fait, j'ai l'impression d'avoir un super pouvoir parce que vraiment, c'est des personnes, leur talent crève les yeux, tout le monde leur dit. En fait, le moment où je leur dis, tu sais, ton podcast, il est chambé. Tu sais, ta conférence, elle était extraordinaire. Je sens l'impact que ça a sur eux. Et il y a plein de gens qui m'ont dit, en fait, quand tu m'as dit, et je pense notamment à une nana sur LinkedIn que j'adore, qui est kiné et qui m'a écrit une lettre et qui m'a dit, en fait, quand tu m'as dit, je lui ai dit qu'elle avait beaucoup de talent et c'est mon côté américain. J'ai tendance à être très franche. Je suis genre dans le métro à aller dire aux gens que je les trouve beaux ou bien habillés. J'ai aucun problème avec ça. Et du coup, je lui ai dit qu'elle avait beaucoup de talent. Et elle m'a dit, en fait, le fait que tu me le dises, c'est la première fois que je crois en moi. Et ça, honnêtement, je pense que si je dois donner un truc un peu ego trip à être dans cette peau-là de big boss de LinkedIn, c'est que je sens que j'ai le pouvoir que des gens qui ont pas de facilité à croire en eux, croient en eux. C'est vrai que c'est cool. Bah, c'est étonnant. Enfin, c'est étonnant parce que tu dis des choses qui sont évidentes, mais le fait que ce soit toi et que les gens en fait aient confiance en toi et en ton expertise, t'es justement te mettre en position d'autorité, et ben tu leur donnes la capacité de croire en eux. Et ça, tu disais tout à l'heure, alors il faut pas utiliser le terme coaching. Je fais attention avec ça parce que il faut un diplôme pour être coach. Moi, je fais pas du coaching, je fais des hotlines privées où en fait les gens ils viennent poser une question et en 30 minutes on crée un plan d'action. Et en fait, je vois que la plupart du temps, ils ont déjà les réponses en eux, mais c'est ce besoin de validation de « Ah bah, je vais pouvoir dire à mon boss que c'est Caroline Mignot qui me l'a dit ». Je forme aussi beaucoup de professionnels qui derrière revendent à des clients et qui viennent chez moi parce qu'ils se trouvent mauvais. Et en fait, on fait ensemble le plan et ils sont là « Bah ouais, bah c'est ce que je pensais faire ». Mais go, en fait. Tu vois? Donc, je pense le besoin de validation des gens, il est énorme. Moi, je l'ai de ouf. Hein. C'est pour ça que j'essaye d'être le plus coachable possible. Ouais. C'est dès que je veux faire un nouveau truc, dès que je veux lancer un e-book, que je veux lancer un podcast et tout, je vais aller voir des mecs qui ont un podcast qui marche bien, machin. Et je dis bon alors, machin et tout. Et en fait, en général, les gens me disent que c'est déjà pas mal. Ouais. 2-3 trucs. Ah mais t'as raison, c'est un très très bon réflexe. Shubham Sharma que tu connais peut-être, à chaque fois son modus operandi quand il se lance sur un domaine, par exemple à un moment il voulait lancer son podcast, il m'a contacté, il m'a dit Caro, est-ce que tu me files 20 minutes, j'ai besoin de te poser plein de questions sur le podcast. Et alors ça, on peut pas le faire tout le temps. Parce qu'il y a aussi des gens qui abusent et qui sont tout le temps en train de te demander ton temps parce que voilà. Mais si tu as créé une relation avec justement d'où
le principe de donner avant, créer de la relation et envoyer de la force aux gens avant de leur demander des services. Mais tu vois, un mec avec qui tu as des bonnes relations, bah, il n'hésitera pas à te répondre. Ouais, c'est sûr. Moi, je vais pas voir les inconnus pour le coup. Ça se fait aussi, mais c'est pas dit que, en fait, si tu demandes, moi, ça m'arrive beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent pour des mémoires de fin d'études et qui veulent du coup des interviews pour leur mémoire, tout ça. Ouais. Effectivement, parfois t'en fais une quand t'es dans un bon moment où t'as du temps libre, mais c'est vrai que c'est risqué. Mais parfois ça marche. Oui, je suis d'accord. Mais moi, je préfère quand même donner en premier. Tu vois, inviter dans un podcast, faire un post dessus ou faire un truc, mais je vais rarement comme ça. Mais je sais pas pourquoi les profs, tu vois, ça c'est encore un truc en termes de justement, c'est limite du branding. Je sais pas pourquoi on n'apprend pas aux étudiants au lieu d'envoyer des nuées d'automatisation en demandant à des gens qui connaissent à peine des interviews. En fait, je sais pas pourquoi ils leur disent pas, mais marketez-vous, tu vois. Comment est-ce que tu crées des relations dans ta vie? Comment est-ce que tu te crées un premier réseau professionnel? Tu sais qu'il y avait ça dans les premiers livres d'école. Je tombais sur un TikTok d'un mec qui ressort des vieux bouquins d'école, qui expliquait, il y avait du développement personnel, comment créer un carnet d'adresses et tout. Trop bien. Et je dis, mais pourquoi il n'y a pas ça maintenant? Donc ouais, abusé. Mais et tu sais que cette réflexion-là, je me la suis faite aussi quand je cherchais une alternance, parce qu'après ma licence en STAPS, je suis deux parents profs, forcément. Je vais dire, vas-y, c'est bon, je fais de l'argent en freelance, je fais 1500, 2000 par mois, je vais mettre freelance. Que nenni, tu vas dans une école de design si tu veux faire du design. Attends. Ouais. Donc je dis ok. Donc je chope une école, sauf que les écoles privées qui proposent des potentiels bons cours, sont payantes. Et c'est genre 8000 balles l'année en général, et c'est les moins chers. Donc forcément, mes parents me disaient, ouais, tu vas à l'école, par contre, on te paye pas tes études, tu te débrouilles. Je dis, bon, écoute, ok, très bien, je vais trouver une alternance. Donc j'arrive à rentrer en deuxième année parce que les premières années n'ont pas le droit aux alternances, machin. Et du coup, je cherche une alternance. Qu'est-ce que je fais? J'envoie des mails. Tout le monde dit ça. Tu veux une alternance ou un stage, t'envoies des mails. J'envoie 300 mails. Forcément, aucune réponse positive. Quel hasard. Et donc, vu que ça fait déjà 4 ans que je fais des vidéos sur YouTube, je me dis bon, qu'est-ce que je sais faire des vidéos? Je sais faire des scripts. Je tape 2-3. Je vais voir en gros les CV vidéos qui ont marché sur YouTube. Et je fais un CV vidéo. Je le mets sur LinkedIn, ça explose. Je le mets sur YouTube, ça explose. Bravo. Parce que j'ai fait un truc vraiment quali. Et donc du coup, là, c'est les gens qui viennent me voir. Et du coup, maintenant, dès qu'il y a des gens qui me disent, fais un CV vidéo. Même si t'es nul en montage, machin, tu fais un truc, ça va marcher. Vrai. Mais encore une fois, c'est ce truc de, au lieu de compete dans la catégorie où il y a déjà tout le monde, fais un truc, do something crazy, you never know. J'adore cette phrase. C'est la stratégie du désespoir. Si vraiment on te remarque pas, vas-y, cours tout nu dans la rue avec un QR code et ton CV derrière. Et c'est un peu ce truc je suis d'accord avec toi sur le CV vidéo. Pourquoi est-ce que c'est aussi remarquable? Personne n'en fait, en fait. Ouais. Ou alors, il y a plein de ces vidéos sur YouTube où c'est juste, bonjour, je cherche une alternance avec des textes et de la musique en fond. Bon, j'imagine que ça marche. Moi, je trouve ça vraiment naze, pour le coup. Faites un peu d'effort. Moi, je me suis fait chier, je me suis filmé, j'ai mis des rushs où je me filmais à la salle, tu vois, en train de faire de la muscu en mode, je fais du sport et tout. Et mon CV, maintenant, est repris dans des écoles, d'ailleurs. Ok. Mais j'irai voir. Franchement, il est vénère, hein. Même là, je me dis, putain, je me suis chauffé. Et donc, ça aboutit à quoi? Ça aboutit à, plein d'entreprises, c'est beaucoup de startups. Ouais. Des jeunes entreprises qui voulaient me recruter pour de la vidéo, logique. Mais je ne voulais pas faire de la vidéo, je voulais faire du design. Ok. Donc il y a plein d'entreprises qui me demandent de faire la vidéo et je dis bon, peut-être, tu vois, parce que je fais plein d'entretiens. Ouais. Seul moment de ma vie où je fais des entretiens d'embauche. Et il y a une boîte qui s'appelle Learning Salad qui cherche un graphic designer parce qu'en gros ils font du e-learning et c'est éclaté. Visuellement, c'est moche. Ouais. Donc je parle avec l'employeur, c'est cool. Je m'entends bien avec lui et à la base, il me dit en fait, au début, on voulait prendre un mec qui fait du marketing, mais ton profil nous plaît bien. Donc, on va potentiellement réfléchir à te recruter. Et du coup, il avait plusieurs personnes qui voyaient en parallèle et moi, je voyais d'autres entreprises en plus que j'avais dû être contacté par facile une bonne centaine de boîtes quand même. Hein. Ouais, c'est énorme. LinkedIn, hein. Ouais. LinkedIn, c'était en 2021, 2022. Et je crois un truc comme ça. C'est marqué sur la miniature. Donc il y en a plein que j'envoie bouler parce que déjà grosse tête, clairement, faut l'avouer, parce que quand t'as plein de gens qui te contactent, les trucs nuls, tu t'acceptes pas.
Et par contre, il y avait pas d'agence de de communication pour le coup. Étonnamment, j'ai pas trop compris pourquoi. J'ai dû être relayé par des startups seulement. Et donc je fais des entretiens, mais beaucoup, je vois, c'est un peu chaotique, tu vois, les trucs. Donc la vibe passe trop bien avec Sylvain de Learning Salad. Cette boîte est géniale d'ailleurs. Et donc au final, j'envoie tout valser et je vais chez eux. Ils me payent du bon setup pour que je bosse et tout. Et au final, bah, c'est une boîte de learning, tu vois. Ils savent même pas ce que fait un graphiste. Ouais. Donc je m'ennuie à mourir et je suis resté juste 6 mois, quoi. D'accord. Donc dommage. Mais au final, c'est moi qui ai choisi. Grâce à ça. Ouais, et puis t'as eu une bonne équipe et t'as eu quand même une belle expérience. En tout cas, ça a l'air de s'être bien passé. C'était cool, ouais. C'était cool. Et quand je suis parti, parce qu'en fait, je suis parti surtout parce que je me faisais chier dans l'école. Enfin, je gagnais plus que les profs. J'étais en alternance. J'étais freelance à côté. Et il y avait les cours. Et je gagnais plus que mes profs en freelance, alors que c'était 30% de mon temps, quoi. Donc je me dis, bon, il faudrait peut-être que je me lance tout seul, quoi. Et donc c'est ce que j'ai fait. Et là, c'est là que j'ai monté collectif de freelance qui s'appelait Smooth Studio. Et puis après, je passais en agence Smooth pour la petite histoire. Mais donc du coup, ce qui est très bien, c'est que ce CV vidéo, il a vraiment fait une sorte de petit déclic, tu vois, dans le sens où, en fait, il y a pas de règle. C'est si tu veux obtenir un truc, tu cherches différentes solutions, tu testes, et puis au final, ça finit par marcher, quoi. Donc c'est vraiment une belle histoire, je trouve. Donc voilà. Mais en tout cas, plus jamais d'entretien d'embauche. J'aime vraiment pas ça. J'ai remarqué un peu un truc quand j'ai fait les recherches sur toi, que t'avais un petit côté pirate quand même, rebelle, que t'avais pas abandonné au lycée. Ouais. Genre t'aimes pas trop qu'on te dise quoi faire? En fait, je me sens assez peu pirate. Je suis quand même, comme je te disais, c'est un peu rebelle chic, hein, dans le sens où non, je me sens pas du tout pirate. Tu vois, justement, quand je suis arrivée dans le growth marketing en France, j'ai tellement été dérangée par les profils de mecs qui faisaient du growth hacking. Alors déjà, ils faisaient ça mal. Et surtout, tu sais, c'était que des petits hacks stupides du genre cette technique pour aller voler des clients à tes concurrents via les commentaires LinkedIn. Et je me disais, mais ça pue de faire ça. Et justement, toi qui kiffes le branding, tu sais, je me disais, waouh, les mecs, ils vont faire rentrer 100 €. Ils ont bousillé leur réputation avec des hacks stupides. Et j'étais là, genre, c'est ça. Et en fait, le problème, c'est que le growth hacking, tout le monde voyait cette partie émerger de l'iceberg qui était genre vraiment des trucs destructeurs pour ta marque. Donc vraiment des quick wins éclatés qui derrière en fait, tu sais, c'est un peu comme les hacks qu'ils donnaient, c'était que des trucs hyper court-termistes en mode oui, si tu fais ça, tu vas faire baisser tes coûts d'acquisition de ouf. En fait, c'est comme les marques qui sont tout le temps en solde. Après, elles peuvent plus vendre à taux plein. Eh ben c'était exactement, je ressentais la même chose avec les techniques qu'ils donnaient aux gens. J'étais là, en fait, ils leur donnent des trucs pour faire beaucoup de revenus très vite, mais derrière ils ont bousillé leur marque et ils vendront plus jamais leur marque ce qu'elle devrait être. Donc voilà, non, je me sens pas trop pirate. Je me sens peut-être un peu Robin des Bois. Ça, c'est vrai que c'est important pour moi. C'est important de faire des choses qui sont justes. C'est important de pas tout faire pour l'argent. Je pense qu'on est dans un milieu assez difficile où le fait que ce soit la crise et pas anodin, ça c'est clair. Je pense que les gens sont désespérément en manque d'argent, qu'ils en aient besoin ou pas. Et en fait, dans nos sphères très parisiennes, d'entrepreneurs, tout ça, il y a beaucoup de gens qui vont être juste sur je me définis par mon CA, de la croissance. Et en fait, ils vont perdre un peu leur raison d'être. Moi, en fait, de base, j'aime le marketing de croissance parce que j'aime aider les gens à faire des choses qui marchent. J'aime changer des vies. J'aime que les gens ils me disent putain, il y a eu un avant-après. C'est le plus joli truc qu'on peut me dire. Et je pense que si tu fais que des trucs pour la thune, tu perds ta mission. Notre mission à tous, même toi, tu vois, t'es dans l'art, quelque part dans l'art, en tout cas dans le dessin. C'est trop cool d'avoir les moyens de te payer un studio, d'aller à l'étape d'après. C'est important de faire du revenu. Mais en fait, quand tu deviens tout pour le revenu, mais tu perds complètement ton âme créative. Moi, en tout cas, si je fais tout pour l'argent, j'ai plus aucune créativité. J'adore faire des choses gratuitement. C'est hyper important pour moi. J'écris tous mes posts, tu vois, par exemple. Il y a plein de mes potes qui me disent quoi, mais tu perds encore ton temps à écrire tes posts LinkedIn. Je perds pas mon temps, en fait. C'est mon carburant. J'ai besoin de ça. Donc, non, je me sens pas pirate, mais je me sens un peu Robin des Bois. Je fais encore plein de choses gratuitement. Je trouve ça bien.
aussi, que l'argent soit pas un moteur. Et voilà. Ouais, moi quand je dis pirate, je pense en plus à la liberté. Oui, parce que il y a une phrase que je dis souvent, c'est que je déteste qu'on me dise ce dont je suis capable. Et je trouve que en France, notamment, il y a beaucoup de gens qui disent tu peux pas faire ça. Et moi, j'ai un énorme problème avec le tu ne peux pas. Ouais, compliqué. Et d'ailleurs, quand j'ai rencontré mon conjoint, il m'a dit tu ne pourras pas être belle-mère de 3 enfants. Et je lui ai dit par contre, tu me dis pas ce que je peux pas faire. Moins 2 points là, attention. Mais c'est pas de la piraterie, c'est que et je fais vraiment attention et surtout chez les femmes à ce truc de ça je peux pas. Tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Ça je fais attention. Mais voilà, c'est pas la question que j'aime pas qu'on me dicte ma conduite, j'ai aucun problème avec les règles, mais j'aime pas qu'on délimite les gens à leur capacité et qu'on leur explique ce dont ils sont capables ou pas. Ça c'est inconcevable. Oui, surtout que c'est beaucoup trop compliqué de prédire ça. Ouais, en plus. Ouais. Ça n'a pas de sens. Déjà, occupe-toi de toi. Ouais, et les limites que les gens se mettent à eux-mêmes sont quand même, tu vois. Ouais. Ouais, après ça, je pense qu'on passe tous par cette case de se mettre des limites. J'aimerais bien revenir sur comment est-ce que t'as bossé parce que t'es entrepreneuse depuis combien de temps maintenant? 4 ans. 4 ans? Ouais. Mais en fait, tu l'es depuis beaucoup plus longtemps. Parce que t'as quand même entrepris en interne. Ouais. J'aimerais que tu nous parles un peu de ça et de comment est-ce que c'est quoi du coup la vision qu'on a de toi? Parce qu'en fait, peu importe où t'es, hein, que tu sois salarié ou entrepreneur, indépendant, tu construis ta marque. Comment est-ce que t'as travaillé tout ça? En fait, je pense que j'ai toujours eu du mal à faire une seule tâche. Et le problème, c'est quand t'es salarié. Enfin, le problème pour moi, hein, c'est très personnel ce que je dis, mais moi, la fiche de poste, en fait, dès que j'avais fini d'apprendre mon poste, je m'ennuyais. C'est-à-dire que ce qui faisait peur à la plupart de mes potes, la prise de poste, moi, c'était la partie, c'était mon shot d'adrénaline. J'adore prendre un nouveau poste. Il y a pas longtemps, je cherchais des formats à faire sur YouTube et je disais, mais moi, mon rêve, c'est d'être stagiaire toute ma vie, en fait. Mon rêve, c'est genre de faire une chaîne, pas une chaîne, une émission, j'irai bosser chez vous. Et en fait, je fais plein de métiers différents. Et tu vois, Caroline à la boulangerie, Caroline mécanicienne. Et en fait, j'adore l'excitation de prendre un poste, rencontrer les gens, être dans un nouvel univers. Et le problème de mes jobs, c'est que moi, j'ai grandi à une époque où on nous terrorisait des trous sur le CV. Et ça, mais vous avez tellement de chance parce que maintenant, plus personne n'a peur des trous sur le CV. Mais moi, à mon époque, on m'a dit, Caroline, il faut au moins faire 3 à 5 ans dans une entreprise. Faut pas qu'on voit, tu vois, j'avais fait 3 lycées en 3 ans, donc je me suis dit après, là, en fait, j'ai grillé toutes mes cartes. Maintenant, il va falloir rester à la même place. Et du coup, le problème que j'ai eu dans le salariat, c'est que je faisais rapidement le tour de mon poste. Et du coup, j'étais beaucoup mise sur des créations de postes parce que c'était faut lui donner un truc à faire. Il m'envoyait la balle très loin. Tu vois, c'était un peu la technique de m'envoyer la balle très loin parce que je tournais vite en rond et je pense aussi je pouvais avoir le très mauvais réflexe de beaucoup vouloir déranger les équipes en place. Et en fait, à chaque fois que j'étais mise dans un poste, j'étais un peu du genre à aller mettre mon nez chez tout le monde. Genre bon tu fais ça mais on pourrait faire ça comme ça et tout et je pense en fait tu sais aussi ils essayaient de m'isoler pour mon propre bien, pour ma propre survie. Mais ouais, j'étais trop touche à tout pour être dans une entreprise, dans un poste et y rester longtemps. Après, t'aurais pu avoir, je sais pas, dans une start-up par exemple, en tant que salarié, tu serais bien. Oui. Je pense que ça m'aurait très bien correspondu. Le problème, c'est que j'ai passé ma vie à rêver de grands groupes parce que à côté de ça, j'ai toujours eu une revanche à prendre. Je voulais être excellente, je voulais avoir les meilleurs postes. Et à mon époque, entre guillemets, les startups, c'était des trucs où t'étais payé au lance-pierre. Oui, en tout cas, populaire. À New York, bosser en start-up, c'est un petit peu compliqué. Et du coup, j'ai pas fait d'ambiance start-up, sauf une que j'ai co-créée justement l'avant-dernière année à New York. J'ai fait un VIE dans une start-up qui s'appelait Emma et Chloé. Et là, effectivement, c'était de l'entrepreneuriat déguisé. Hein. J'ai lancé toute la boîte aux US. Et c'était cool. Ouais, tu m'étonnes. Et c'était pas mes ronds.
Donc, tu vois, il y a plein de gens qui m'ont Ça, dit c'est encore après mieux. coup, oui, tu t'es bien fait avoir et tout, mais en fait, ouais, c'est de l'intrapreneuriat, quoi. C'est-à-dire que, effectivement, si tu prends, imagine toi et moi, on se dit, bah tiens, on veut développer ce truc-là en Allemagne. On prend 2 nanas à Berlin en alternance et en fait, on leur dit, faites des ronds. C'est On moral vous ou regarde. pas, parce qu'en vrai, tu vois, elles ont la sécurité de l'emploi, elles ont machin. Et ben moi, j'ai fait ça. Et c'est vrai que ça faisait sourire à l'époque parce que on était 2 et on avait 25 balais. Et on lançait une boîte qui faisait plusieurs millions de chiffres d'affaires à New York. Ça, c'est très cool. Mm. Ok, donc, tu t'es pas ennuyé. Non. Maintenant, c'est quoi les news, là? Maintenant, c'est quoi les news? Alors là, je t'ai dit, mon sprint, c'est le livre. Et moi, ce que je fais pour pas m'ennuyer et pas trop me faner, faut pas me donner trop de visibilité sur l'avenir. Je déteste ça. J'aime bien être un peu à vue. Et du coup, après septembre, je sais pas trop ce qui va se passer. Et j'adore. Parce que je pense qu'il va y avoir une dinguerie cet été. Je sais pas quoi. Ouais, tu vas tomber sur un gars, il va te lancer un truc. Écoute, déjà, on va à Burning Man en août. Ok, trop Et bien. je me laisse, j'ai déjà fait une fois et ça m'a pas mal allumé la lanterne et je me suis dit que je suis rentrée avec des nouvelles idées, des nouvelles choses que j'avais envie de faire et du coup voilà, là je me dis c'est mon sprint du livre. Mon sprint du livre s'achève sur 2 semaines dans un festival dans le désert et là je choisirai mon sprint prochain. Logiquement, selon les derniers forecasts, il se peut que ce soit ma chaîne YouTube et que je me mette à fond sur un nouveau format, un peu un ovni. Mais honnêtement, ça peut changer. Et je te jure que c'est pas. Enfin, je suis pas volontairement en train de pas te répondre. Je sais vraiment pas ce que je vais faire à partir de septembre. Ah ouais, y a pas de souci. Hein. Tu sais que j'ai bossé pour Burning Man. Mais non. Si. Mais qu'est-ce que t'as pas fait, toi? Enlève ton masque. Tu es un adulte déguisé. Tu as 55 ans. Mais non, j'ai bossé pour. En gros, il lançait une collection NFT. Ok. Qui a foiré. Mais très stylé. Ça marchera à un moment. Non, mais c'est sûr. En fait, ça me fait de la peine parce que quand il y a eu le début du Web 3, qui a été complètement tué par l'IA et en fait, ils ont vraiment pris toute l'attention médiatique sur la partie digitale. Mais vraiment, le Web 3, c'était le truc le plus cool. C'est trop cool. Il y a 2 ans, quand on a commencé à parler un peu de NFT et tout, et que c'est arrivé sur le grand public, je me suis dit, waouh, ça va changer notre vie. Et là, malheureusement, effectivement, je pense qu'ils se sont fait un petit peu voler la vedette dans l'actualité, mais j'ai hâte qu'ils réouvrent le marché, tu vois, là-dessus. Je pense pas que ce soit voler la vedette. Pour moi, c'est parce qu'il y a eu le bear market. Ouais. Donc, toutes les cryptos se sont cassés la gueule et se sont dit NFT égale crypto. Alors, pas du tout. Ouais. Mais donc, du coup, les gens ont oublié. Et surtout, la technologie, elle est beaucoup trop innovante, entre guillemets, par rapport à ce qu'on a l'habitude d'avoir. C'est donc, clair. c'est pas le bon momentum. Ouais. Mais et tu trouves pas que l'attention médiatique, elle a été, en fait, ce qui avait commencé à être le Web 3, qui était mis dans la case marketing digital, c'est quand même fait bouffer par ChatGPT qui est arrivé et à partir de là, tout le monde a dit IA partout, Web 3, on s'en balèque, c'est rien. Je pense pas parce qu'en vrai, je pense que l'IA a vraiment eu son pic de popularité après que le Web 3 se soit effondré. Ah ouais, tu vois ça parce comme ça, toi? Parce que t'as Zuckerberg qui est arrivé avec son Quest et il a fait un truc éclaté, là. Non, mais c'est vrai, c'est le métaverse, ça vendait du rêve et au final, tu te retrouves avec un truc. Ah, c'est marrant, toi, tu cheap. vois, ok, le déclin du. C'est vrai que le métaverse, ça a pas mal discrédité le Web 3. Oui, bien sûr. Alors que, où est le rapport? Ouais. Tu vois, la techno, par exemple, j'attends qu'on puisse voter avec un NFT, tu vois. Ouais. On a son NFT. En fait, il faut regarder la technologie. Il faut pas regarder les collections NFT à la con. Il faut regarder la techno. Et vu que, les médias aiment bien ce qui est populaire, c'est pas populaire du tout, la technologie en elle-même. Ouais, et donc, les gens ne s'y intéressent pas. Et on a dû attendre que l'IA devienne populaire pour que les gens s'y intéressent. Et du coup, il y a plein de projets en IA qui explosent. Mais demain, si on arrive à trouver un truc populaire qui est basé sur la technologie Web3, qui touche vraiment monsieur et madame tout le monde. Me dis pas ça parce que tu sais que moi, là, ce qui est en train de se passer avec les bulletins de vote, ça me fume. Je me dis comment c'est possible qu'on aille encore dans des bureaux de vote, mettre un papier, on doit faire des procurations et la personne doit être dans notre ville. Moi, c'est un enfer parce que j'habite au Pré-Saint-Gervais. Sur ma liste, je peux trouver quelqu'un qui va au Pré-Saint-Gervais et ça me fume parce que je me dis un truc comme ça, enfin, voter dans la blockchain, c'est le truc le plus safe de la Terre. Ben oui. Et donc voilà, donc ça touche tout le monde. En fait, je me dis ça pourrait vraiment toucher tout le monde. C'est juste que on en est bien loin. Peut-être ça va prendre encore 5 ans cette histoire. Ouais, parce que là on est en bull run.
On n'entend pas parler des NFT. En tout cas dans la presse populaire, donc je pense pas que ça va repartir. Et on n'a pas encore de startups qui ont proposé un truc populaire en fait. C'est là où ChatGPT a été bon, c'est que il touche les étudiants en fait. Et les étudiants, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des vidéos sur TikTok qui parlent d'astuces sur ChatGPT. Et c'est con, mais ça en parle après aux parents, machin. Et moi, ça me fait trop marrer parce que je me rappelle très bien du jour où j'ai pas montré ChatGPT à mon père qui me dit ça marche pas. Ah bon, il t'a dit ça ton daron? Putain, il est pas facile. Surtout qu'il a un doctorat en informatique. Hein. Ah ouais, mais c'est ouf parce que moi, c'est l'inverse. Mes darons, ils ont 70 ans. Je leur ai montré ChatGPT. Mon père, il a pris son agenda, il a annulé sa soirée du lendemain. Il était là en mode je veux. Mais genre, ils étaient comme des maboules. Ils étaient comme des malades. Moi aussi, hein, je suis comme dans ma balle. Ouais. Mais même aujourd'hui, encore maintenant. Ah, c'est tellement impressionnant. Et en plus, quand tu fais du design comme moi, l'IA, oh là 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 là. Ouais, non, c'est clair. C'est trop bien. J'ai fait x10 sur ma productivité. Je te fais des visuels extraordinaires en si peu de temps et j'en fais du coup beaucoup plus. C'est la productivité et même en fait le GPT Store. Moi ça me fume. Tu sais, à l'époque on a connu les premiers iPhones, il y avait l'App Store. Ce concept, et après j'ai fait du e-commerce et j'étais sur le Shopify Store. En fait, ce concept de widget est complètement fou. Tu vois, genre, moi, je sais que c'est un truc, je peux y passer tout mon temps. Genre, demain, tu me mets une baraque à la campagne pendant 10 jours toute seule. C'est vraiment, genre, je peux passer mon temps sur ChatGPT à trouver des trucs, à explorer. En fait, c'est pas seulement la productivité, c'est le niveau de bonheur et de connaissances qu'on est capable d'approcher. Enfin, c'est illimité. Tu peux te former. Tu vois, moi qui veux être stagiaire toute ma vie, ce truc, il me fume. Tu peux tout apprendre. Ouais, moi, mon rêve, c'est d'avoir un deuxième Arthur en IA, tu vois, avec qui je peux parler. Ah ouais, c'est vrai? Bah, franchement, en fait, j'attends parce que je sais que si je m'y mets maintenant, je vais perdre beaucoup de temps pour faire un truc qui va pas être terrible. Et je suis sûr que dans quelques années, on va avoir une techno qui va réussir à choper encore plus d'infos sur toi pour et de créer un deuxième toi. Ah ouais? Bah, c'est marrant parce que tu vois comme quoi on est super différents. Moi, c'est mon cauchemar qu'on me fasse un double IA. Non, vraiment, je trouve que c'est l'enfer. Ce serait mon enfer d'avoir un deuxième moi. Mais tu vois, comme quoi. Mais pas un mec qui se balade, hein. Juste un gars, tu poses un GPT, mais genre qui a tes connaissances. Et que tu viens donner. Tu voudrais te dupliquer, en fait. Ouais, de ouf. J'aimerais bien. C'est marrant. Alors moi, c'est ma phobie. Et il y a pas longtemps, on m'a fait sur le Creator Studio, tu peux créer justement un chatbot et soi-disant le truc a crunché, je sais pas combien de mes contenus. Alors moi, j'ai des contenus partout, donc c'est très facile de faire ça sur moi. Et vraiment, ça m'a mis hyper mal à l'aise. Mais t'es pas la première personne à me dire que c'est ton rêve d'avoir en fait un mini toi qui bosse gratos pour toi en fait toute la journée et qui fait tous les trucs que t'as pas envie de faire. Mais moi, ça me génère beaucoup d'anxiété en fait. Ah ouais. D'avoir quelqu'un qui prend la parole en mon nom. Et il prendrait pas la parole. Moi, c'est juste pour échanger avec lui. Parce que je sais des fois que justement. Mais fais du journaling, Arthur. Mais j'en fais. J'ai commencé à en faire il y a un mois. Bah, je trouve c'est incroyable comme aussi, exercice. Ouais, c'est un bon exercice. Faut que je le relise plus. Mais c'est impressionnant comment est-ce que je commence à tomber amoureux à la lecture et à l'écriture. Mais je pense que je m'y suis pas intéressé parce que quand on travaille depuis tes gosses que tout ce qui est lettres, ce n'est pas pour toi. Ou en fait ça fait peur et du coup genre j'ai peur d'ouvrir des bouquins quoi. Maintenant je les ouvre et j'arrive à lire en fait. Et les livres audio? Ouais, j'en consomme beaucoup. C'est trop bien. J'ai écouté des podcasts à toi en x3 là, j'ai kiffé. x3? T'en toujours plus. Ouais, le mien, tu peux pas l'écouter en x3. Hein. Si. Parce que je parle déjà hyper vite. si, je les mets. En fait, quand tu mets un casque, tu peux écouter plus vite. En réduction de bruit. Parce que tu te concentres plus facilement dessus. Oui, mais x3, c'est violent quand même. Hein. Ouais, des fois, je mets plus vite, encore. Ah bon? En fait, j'ai une extension Chrome qui me permet de mettre jusqu'en x10. Bon, je vais pas jusqu'en x10. Hein. Toujours plus. Mais c'est mon pote, il m'a dit, Arthur, j'ai une extension que tu vas trop kiffer. Je dis, c'est quoi? Tu peux aller plus loin que le x2. Je fais, mais non. Mais donne. Ah ouais, x10. Non, moi j'écoute en x2 et parfois si c'est en anglais, tu vois, ça m'arrive de ralentir. Ouais, moi je suis pas bilingue, je suis trop mauvais en anglais donc. Ah bon? Ouais. Tu t'y es pas encore mis? Bah j'ai pas encore focus la langue, mais le jour où je la focus, je vais juste dire bon, les gars, je pars dans un autre pays. Je vais pas me laisser le choix. En parlant d'IA, je pense que dans pas longtemps, on va avoir la traduction instantanée. On l'a déjà.
Oui, sur oui, YouTube, mais ça marche pas très bien quand ça même. marche pas très bien. Moi, j'ai essayé de le faire sur mes contenus et c'est pas possible. La voix qu'ils me mettent est pas du tout possible. Et tout ce qui est synchronisation de lèvres, n'en parlons pas. Ils m'ont fait des doubles qui parlent comme ça. J'étais là genre awkward, un peu cringe. Non, c'est marrant. Ok, alors j'ai une autre question. Du coup, ta vision long terme, bah, on en a pas. Mais j'ai envie de te dire... Il y en a pas. T'inquiète, je suis pareil que toi, j'adore naviguer à vue. Là, je suis arrivé sur Paris il y a 3 semaines. Ouais. Je devais rester 1 semaine. Voilà. J'adore. Donc, et à chaque fois, j'ai des rendez-vous qui se remettent, qui disent, bon, je vais peut-être rester 2-3 jours de Mais plus. c'est trop bien. J'adore. C'est ça qui est bien aussi quand t'es entrepreneur et que tu gagnes un peu d'argent, c'est que, bah, ça, ouais. Voilà, c'est la liberté, quoi. Donc, mais bon, enfin, va falloir que je rentre chez moi un jour. C'est quand et c'est quoi la dernière oulala. C'est quand la dernière fois que t'as fait un truc pour la première fois? Déjà tout à l'heure, t'as pas réussi. Je suis sûre qu'il se lève le matin. C'est quand la dernière fois que t'as fait quelque chose pour la première fois? Voilà. Non, mais du coup, voilà, t'as bien dit la question. Attends, je réfléchis. Bah, en vrai, ce week-end, j'étais à un festival Isla. C'est sur les îles d'Ambiers. Je sais pas si tu connais. C'est Paul Ricard, l'entrepreneur. D'ailleurs, ça m'a mindfucké et je me suis dit, je veux trop faire un contenu sur Paul Ricard. En fait, le mec donc qui a créé l'Empire Ricard, qui a pas seulement Ricard, mais plein de boissons d'alcool partout dans le monde. Il a été un peu précurseur de la culture d'entreprise et en fait, il a acheté des îles. À l'époque où c'était encore possible. Maintenant, c'est trop tard, Arthur. Même si on devient très riche, ça va être chaud. Mais toujours du coup, il a acheté 2 îles. Les îles d'Ambiers, l'île d'Ambiers, pardon, et Bandol. Et sur ces 2 îles, en fait, il a créé des logements pour que tous ses employés puissent partir en vacances, tout frais payés. Et en gros, c'était ce qu'on appelait à l'époque un patron paternaliste, c'est-à-dire qu'il voulait que les gens restent le plus longtemps possible. Et du coup, pour que les gens, c'est l'inverse de l'esprit startup, où on te dit dégage dans 6 mois, qu'une fois qu'on t'a bien dessoré. Il voulait que les gens restent très longtemps. Et du coup, ce qu'il faisait, c'est qu'il les mettait, tu vois, c'était l'ancêtre du baby-foot. C'était pas congé illimité, mais on te met trop bien avec toute ta famille et tu as les vacances complètement prises en charge. Et tu peux choisir, donc encore aujourd'hui, les personnes qui bossent chez Ricard, je sais pas si c'est toutes, mais en tout cas, un grand nombre d'entre elles ont encore 1 000 € de crédit vacances à dépenser sur ces îles qui sont des îles pour les employés Ricard. Trop stylé. C'est un truc de ouf, non? Et du coup, j'étais sur tout ça pour te dire, long story short, j'étais sur un festival qui s'appelle Isla, sur l'île d'Ambiers, du coup, qui appartient à l'entrepreneur Paul Ricard. Et c'était ma première fois là-bas et j'ai adoré. Et j'ai aussi adoré l'histoire entrepreneuriale de se dire, en fait, ça, on a l'impression que nous, on a tout inventé avec LinkedIn. Et t'as l'impression sur LinkedIn, tout le monde est le roi du monde. Et je me dis, putain, genre, les entrepreneurs de ouf qu'ils avaient avant. Et le mec, du coup, Paul Ricard, il a sa tombe, il est enterré sur son île. Et il a donné des actions à tous ses employés. Dès qu'il s'est lancé, il a failli faire faillite 2 fois. Il a eu une guerre et on l'a interdit complètement la vente d'alcool pendant qu'il était en train de vendre que de l'alcool. Et je me suis dit, putain, il y a des belles histoires d'entrepreneurs et de marques personnelles, entre guillemets, dont on parle pas assez. Mais c'est sûr. Hier, j'ai découvert que Steve Jobs, il avait fait un sorte de stage dans les montagnes, là, dans un temple bouddhiste. Ah bon? Il s'est rasé le crâne. Mais non. Après, il est revenu à monter Apple. Ah ouais? Bah, c'était un gros hippie, Steve Jobs. Ah, ben alors, mais il est bouddhiste? Bah, en fait, Il Silicon est Valley. stagiaire bouddhiste. Voilà. Parce qu'avant, à la Silicon Valley, c'était très hippie, dans tous les sens. Et donc Steve Jobs, il a grandi là-bas, dans cet univers-là, et du coup hippie à fond, et plus ça allait, plus il devenait hippie à un moment, et il était en mode je ne mange plus que des fruits, et genre il est les hippies se lavent pas parce qu'ils mangent que des fruits, et du coup il y a pas d'odeur. Ah bon? Ah, ce qui mais paraît. Putain, mais tu m'apprends plein de trucs. et donc du coup le gars ne se lavait pas. Ok. Mais bon, même quand tu te laves pas, en général, tu sues un minimum. Ouais, s'il va à la salle comme toi, même en mangeant des fruits, ça ne suffit pas à avoir une bonne hygiène. Du coup, les gens, ils en avaient marre de lui. Du coup, il s'est dit, bon, vas-y, tu sais quoi, je me casse. Je vais dans un temple bouddhiste à l'autre bout du monde. Je crois qu'il est parti 8 mois, il s'est rasé le crâne, machin et tout. Genre vénère.
Et le gars est rentré et Steve, son autre pote Steve, qui est à l'origine, qui est le cerveau d'Apple en vrai, ils se sont remis dans l'informatique et il a monté Apple en fait avec. C'est marrant. J'avais vu le biopic sur lui. Tu l'as vu ou pas sur Netflix? Non, je l'ai pas vu. Mais du coup, ils avaient passé sous silence son stage de bouddhisme. Non, non, bah il y a plein de trucs. Je sais même pas toi que c'est un enfant adopté, Steve Jobs. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça je sais plus, c'est dans le biopic. Moi, j'avais vu le documentaire sur lui qui est très bien. Ouais, et c'est génial parce qu'en gros, moi en tout cas dans la vidéo que j'ai regardée, ils expliquent vraiment qu'en fait Steve Jobs c'est un marketeur. C'est clairement pas, c'est un créatif. C'est pas un technicien, même s'il a fait des cours de code. En fait, c'est son pote Steve qui a en fait créé le premier ordinateur compact entre guillemets et qui a amené la technologie. Mais donc du coup, il y a plein d'histoires. Est-ce que pour revenir du coup sur ça, est-ce que tu as une histoire d'une brand ou d'une personal brand super stylée? Bah, tu nous as parlé celle de Ricard, mais est-ce que tu en as une autre que tu kiffes et que tu aimerais nous partager? Ah bah oui, c'est bête, j'ai répondu dans la question d'avant là. Le dernier, tu vois, le dernier en date, c'est du coup ce patron communiste entre gros guillemets, mais du coup qui a offert des parts de sa boîte à tous ses employés dans une époque où ça se faisait pas du tout, qui a créé une île pour emmener les gens en vacances. Qui voulait que ses employés bossent le moins possible et restent le plus longtemps possible chez lui et soient heureux et puissent rapidement devenir propriétaires. Tu vois, j'ai trouvé ça assez novateur et surtout son parcours est trop inspirant aussi. Et tu vois, justement, nous on a un peu ce truc de ça commence depuis quelques années de dire en fait c'est ok de planter des boîtes, c'est ok de pas réussir d'un coup, c'est pas fulgurant, mais pendant des années on n'avait que les magazines pour s'instruire et du coup on n'avait que des réussites et on voyait personne qui échouait. Et je trouve ça trop bien, tu vois, de voir que ce mec Paul Ricard, 2 fois d'affilée, il a failli mettre la clé sous la porte, dont une quand même Arthur où il a changé de métier tous ses employés quand ils ont pas pu servir de l'alcool. Dans un premier temps, il a envoyé la moitié de sa masse salariale pour devenir maçon, s'il te plaît. Donc ça n'a rien à voir, mais c'était en pleine guerre et du coup j'ai lu le truc, je me suis dit mais c'est lunaire. Et en fait il a dit les gars, moi je vire personne. Par contre, tout le monde doit apprendre un nouveau métier. et après, ils se sont dit, tiens, le Ricard, ça se boit avec quoi? Avec de l'eau. Et du coup, ils avaient plein de contacts dans la distribution d'eau. Donc, ils se sont mis dans l'embouteillage et enfin, pas les embouteillages parisiens, la mise en bouteille. Et du coup, j'ai trouvé ça, c'est une belle histoire pleine de résilience. Et du coup, voilà, je sais pas à quel point on va avoir une guerre ou pas, je ne le souhaite pas. Mais en tout cas, je pense que ça donne envie des parcours comme ça. Tu vois, qui résistent à tout et qui pensent tout le temps aux autres. C'est vrai que ça manque. Ça, tu vois, ça reste un grand patron. Alors, il y a toujours des gens qui vont dire, oui, c'est Paul Ricard, machin. Mais en fait, le mec, dès le jour 0, a donné des parts dans sa boîte à tout le monde. Alors que nous, les histoires comme ça, on a un peu l'impression que ça n'appartient qu'aux startups. C'est vrai. C'est vrai que ça m'intéresse. Je vais aller me renseigner sur ça. Mais je te dirais si j'en trouve une autre ou une personal brand là comme ça. Mais non, je pense en tout cas, je trouve ça intéressant qu'on regarde au-delà des marques personnelles que tout le monde connaît déjà, et qui sont celles qu'on cite tout le temps, tu vois, des Steve Jobs. Je me dis, en fait, il y a des mecs qui ont fait des choses grandioses. Bon, Paul Ricard, tu vas me dire, Caro, c'est du Ricard. Mais en tout cas, il a créé un empire. Mais ça reste de l'alcool. Tu bois maintenant de l'alcool, alors c'est ce que tu disais. Tu disais à l'époque, tu buvais pas. Ouais, maintenant je bois. Mais tu vois, il y a plein de gens maintenant qui disent que l'alcool, c'est la pire des drogues, qu'il faut arrêter. C'était mon discours, ouais. Ouais, ça m'étonne. Enfin, c'est pour ça que je te dis que Paul Ricard reste un mec qui vend de l'alcool et que l'alcool, je sais pas à quel point ça fait du bien à la santé des gens, mais en tout cas, ça m'a plu l'histoire de ces îles et je les trouve assez méconnues. C'est sûr que c'est atypique. Après, quand je dis brand, c'est aussi brand d'une entreprise ou même pas une grosse boîte, mais genre un truc sympa qui existe pas, enfin que peu de gens connaissent. Toi qui es dans le branding justement. Là, comme ça, une marque que peu de gens connaissent. Ouais, une histoire sympa à raconter. Là, je vois pas. Désolée. Si je l'avais su avant ta question, je l'aurais préparé. Mais une histoire de marque, là, à partager comme ça me vient pas. Moi, j'ai 2 anecdotes marrantes. Tu savais que Red Bull ne fabrique pas de Red Bull? D'accord. C'est-à-dire?
ils ont totalement délégué la production de canettes. C'est pas très rassurant. Pourquoi? Bah, du coup, ils ont pas du tout de visibilité sur leur chaîne de prod. Ils en ont, mais c'est pas en interne, quoi. La marque Red Bull produit pas de Red Bull? Non, c'est pas eux, ils ont délégué la production de canettes. Donc les canettes physiques et le liquide qu'il y a dedans, c'est une autre boîte qui s'en occupe. D'accord. Mais toi, ça t'inquiète pas? Déjà, je bois pas de Red Bull. Ouais. Premièrement, ou très très peu. Et deuxièmement, oui et non, parce qu'en fait, Red Bull, c'est pas une marque de boisson. Mm-hmm. Pour moi, Red Bull, c'est une marque de sport haut niveau. Alors, sensation forte. Parce que moi, en tout cas, la brand Red Bull. Ce qui est dangereux d'ailleurs, parce que justement, leurs boissons énergisantes sont pas du tout censées être associées à la pratique sportive. Et au niveau de la santé, il y a des gros problèmes. Faut surtout pas boire de Red Bull ou même de boissons énergisantes avant de faire du sport. Je sais pas si tu savais ça. Moi, j'en ai toujours un petit shot de caféine avant de faire une séance de sport. Peut-être de la caféine, mais en tout cas, je sais que Red Bull sont très border sur leur communication autour du sport, parce que justement, leurs boissons sont pas du tout censées accompagner la pratique sportive. Au contraire, c'est assez dangereux. Ah ouais? Moi, je prends... moi, ça m'arrive de prendre des Monsters avant d'aller à la salle. Mais Red Bull, non, j'aime pas trop, en fait. Anecdote sur le Red Bull, justement, j'en ai une. Le Red Bull qui est en France, tu sais que c'est pas du tout le même Red Bull que celui qui est au UK, par exemple, ou le Red Bull original, parce que justement, il a pas été autorisé en France tellement c'est une boisson qui est hyper dangereuse pour la santé. Ok. Donc, je sais pas. C'est pour ça que quand tu me dis ça, je me dis, ouah, ça me rassure pas. C'est trop bizarre d'avoir séparé les business comme ça pour pouvoir dire potentiellement, c'est pas nous, on n'était pas au courant. Non, c'est pas ça. Ouais. C'est parce qu'en fait, Red Bull, ils mettent leur force sur la création d'événements sportifs. Ouais. Ils rachètent des clubs sportifs un peu partout dans le monde. Ils créent des événements. C'est les premiers à avoir créé des événements de ski hors piste, tu vois, des sports un peu intenses, quoi. Et donc du coup, eux, ils se focusent vraiment sur cet axe de communication. Et dernière chose, puis après, je te laisserai partir, promis. J'avais pas vu l'heure. Est-ce que tu connais Liquid Death? Non. Eh ben écoute, je te montrerai après à quoi ça ressemble. Ok. Tu penses que c'est une marque de quoi? Liquid Death, le liquide de la mort. Je sais pas, ça se trouve, c'est un software. Alors, c'est une boisson? Ouais. C'est une boisson. Tu penses que c'est quoi comme boisson? De l'eau. Pourquoi? Je me dis, ça doit être hyper disruptif. Ils ont appelé ça Liquid Death, genre le liquide qui fait mourir, alors que l'eau, ça donne la vie, je sais pas. Alors, c'est de l'eau. Ah, c'est de l'eau? Putain. Ouais, c'est clairement de l'eau. Ouais. Et le slogan, c'est « Assassiner votre soif ». Ça te plaît, c'est ton côté dark. C'est trop bien. Je t'incite à regarder. Je vais faire une vidéo là-dessus en plus. Okay. Pas tout de suite, mais sur l'histoire de la marque. C'est simple. Ils ont 6 ans et ils valent 1 milliard en 6 ans. Une marque d'eau. Et en fait, fondateur John, qui s'est dit c'est pas cool de boire de l'eau. En soirée, tu bois pas d'eau parce que c'est pas cool. Ouais, bien, c'est pas wild. Ouais. Et du coup, je vais créer une marque de canettes d'eau. Et le design de la canette, on dirait une canette de bière. C'est trop bien. Et donc, du coup, ils ont pris à contre-pied toutes les brands d'eau. Ils se sont dit, voilà, on va garder de bonnes valeurs. C'est-à-dire que, le plastique, ça se recycle mal. Alors que les canettes, ça se recycle beaucoup, beaucoup mieux. Donc, c'est beaucoup plus écologique. On vient rendre le fait de boire de l'eau, c'est cool. Et en fait, du coup, c'est dur de nous boire, mais vu qu'on distribue tellement bien, en fait, les jeunes vont le prendre et pas les femmes enceintes, parce que l'eau, c'est les femmes enceintes, c'est les bébés, c'est, tu vois, c'est rose, c'est les nuages, c'est vert. Et donc, du coup, voilà, il prend à contre-pied le marché. Du coup, c'est une brand de taré, quoi. Donc, tu vas bien aimer, je pense, si tu te renseignes sur la marque. Voilà, je t'ai pris pas mal de ton temps. Désolé. Mais c'était cool. Est-ce que tu as une personne à reco pour le prochain épisode? Soit une personne que tu connais, soit une personne que tu aimerais voir dans ce podcast, qui aurait genre de la value. Je pense Clément, mon associé Clément Soulet-Saint-Béat, il est très très fort en vidéo. Ok, très très chaud. Et en marque personnelle. Ok. Ça, donc il a le côté branding, mais très dans le design, un peu plus comme toi. Okay. Ça pourrait te plaire. Ah, je suis très très chaud. Merci beaucoup. Merci, je te laisse le mot de la fin. La caméra est à toi.
Merci à tous d'avoir écouté cette émission. Si ça vous a plu, vous savez où me trouver. Et dites-moi ce que vous avez pensé de l'épisode. Salut! Voilà, c'était Arthur pour l'épisode de Just Brand. Travaillez bien.